Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cet Informe Agro. Aujourd'hui, on est avec Ronan Corcuff de l'INAF qui va nous présenter une conférence ou un webinaire plutôt sur les leviers d'innovation des produits alimentaires. Donc, c'est une présentation, une fois de plus, de Financement Agricole Canada et du réseau AgriConseil qui sont partenaires des Informe Agro. Les Informagro, c'est une collaboration des créneaux d'excellence bioalimentaire du Québec, donc du créneau d'excellence agroboréal, du créneau aliment santé, du créneau acéricole, ainsi que du créneau transformation. Donc, mes collègues du réseau des créneaux d'excellence sont toujours disponibles pour répondre à vos questions et surtout pour vous appuyer dans vos projets collaboratifs d'innovation. Petit rappel au niveau du créneau d'excellence agroboréale, notre mission, donc, qui consiste à favoriser les collaborations et l'innovation pour le développement des entreprises et des filières agroalimentaires boréales. On est situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc vous pouvez nous contacter à ces coordonnées. Et les présentations Informagro sont une collaboration, comme je le mentionnais en introduction, de Financement Agricole Canada. Donc, on a Sandra Hardy qui est avec nous aujourd'hui, puis qui va vous parler un petit peu de l'offre du côté de Financement Agricole Canada. Donc, Sandra, je te cède la parole. Oui, merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc, ça fait plaisir d'être avec vous à nouveau au nom de Financement Agricole Canada, FAC. Donc, je salue encore une fois la belle initiative du créneau agroboréal qui arrive à mettre ensemble, à faire collaborer tous les créneaux du Québec pour vous offrir ces capsules de formation et toujours aider à amener notre secteur un peu plus loin, nos entrepreneurs. Donc, merci pour cette belle opportunité de collaboration. Donc, je vous parle un petit peu de FAC. En fait, FAC est une société d'État fédérale qui a été fondée en 1960 pour financer l'industrie agroalimentaire. Et il y a un peu plus de 25 ans, a choisi d'élargir ses produits et ses services de financement à toute la chaîne agricole et agroalimentaire. Donc, est venu les équipes plus, que nous, on appelle en interne les équipes commerciales et corporatives. Donc, dans nos équipes, on finance tout ce qui gravite autour de l'agriculture. Donc, on a plusieurs bureaux, plusieurs équipes agricoles qui font purement du financement auprès des différents producteurs. Nous, quand on parle de la transformation alimentaire, en fait, les entreprises admissibles chez nous, vous pouvez penser aux fromageries, boulangeries, les viandes charcuteries, microbrasseries, les meuneries, les usines de conditionnement, de congélation. Vous en avez plusieurs là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres. Et quand on parle d'agro-entreprises, eh bien là, c'est tous les fournisseurs, toute entreprise qui contribue à notre secteur. Fait qu'on peut penser aux distributeurs, aux manufacturiers d'emballage, manufacturiers d'équipements, autant les équipements pour l'agriculture que pour l'agroalimentaire. On peut penser à des concessionnaires de machinerie agricole également. Donc, j'aime beaucoup donner des exemples comme ça. Fait que vous voyez que c'est quand même très large, les entreprises qu'on peut en fait aider, avec qui contribuer. Au niveau des types de financement, on va être sur des financements, entre autres des achats, construction d'immeubles, que ce soit des usines, entrepôts, centres de distribution, achat d'équipements, optimisation de vos chaînes de production, fusion, acquisition, transfert d'entreprise, c'est aussi des projets qu'on peut financer. On a des outils aussi pour favoriser, vous aider au niveau du fonds de roulement en complément à ce que vous avez avec vos banques plus traditionnelles. Au niveau de nos conditions, on est sur des conditions au coût du marché. Donc, en termes de tarification, on est reconnu pour être un partenaire patient. Donc, l'objectif de Financement Agricole Canada est vraiment d'assurer la pérennité de notre industrie, aider nos entrepreneurs à croître et tout ça, à faire grandir notre industrie. Donc, on a des belles possibilités comme ça pour travailler avec vous dans le temps. Également, il n'y a pas de trop petites entreprises ou de trop grandes. Donc, on fait des financements qui peuvent démarrer autour de 50 000 et on peut aller jusqu'à des financements de 250 millions de dollars. Donc, vous voyez que le spectre est très, très large également. Donc, aussi, en plus des programmes, je vous ai parlé beaucoup des financements. On a des différents services qui peuvent vous aider. Je vous invite à visiter nos sites web, plusieurs rapports sur l'industrie. Entre autres, on publie 2 fois par année le rapport FAC sur les aliments et les boissons. Où vous pouvez retrouver des différentes statistiques
sur les différentes catégories de produits. Donc, super intéressant. Donc, allez voir, vous inscrire à nos infolettes, tout ça. On a nos propres équipes d'économistes, bien évidemment, là, qui peuvent vous offrir ces services-là. Donc, sur ce, je vais céder la parole à Ronan pour vous parler d'innovation. C'est un élément très, très important. On était hier à l'événement marketing, des belles entreprises qui se sont démarquées, qui ont rapporté de beaux prix. Donc, ça, c'est une belle façon de se démarquer et de continuer d'évoluer. Donc, bonne rencontre à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Oui, donc, Sandra. Donc, effectivement, ce sera au tour de Ronan de prendre la parole et l'écran. Pour le fonctionnement, je vous inviterai à laisser vos caméras, votre son fermé pendant la durée du webinaire. Si vous avez des questions, il y aura une période à la fin qui vous permettra de les adresser à notre conférencier. Sachez aussi que les webinaires sont enregistrés. Vous pouvez les revisionner à nouveau sur la page de Informagro, sur le site web du créneau Agro-Boréal, donc au agroboreal.com. Je vous invite aussi à vous abonner à notre infolette, suivre les prochaines activités Informagro. D'ailleurs, la prochaine aura lieu le 18 décembre et le sujet sera l'optimisation de sa présence en ligne avec Bénédicte Armstrong de la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, sur ce, Ronan, c'est à toi. oui, merci beaucoup Isabelle, et puis merci aussi Sandra. Donc, et puis merci de m'avoir invité. Le fameux partage d'écran. Et Est-ce que tout le monde voit bien? Ça fonctionne? On voit très bien. Parfait. Donc, allons-y. La présentation d'aujourd'hui va porter sur les leviers d'innovation du produit alimentaire. Surtout aussi pour peut-être vous donner quelques outils d'aide à la réflexion dans justement l'élaboration là, de votre stratégie d'innovation autour du produit. L'idée ici, c'est d'apporter surtout des pistes. C'est le fruit d'expériences et de réflexions là, qu'on a pu avoir avec mes collègues et des collaborateurs. Donc c'est pas, ça vient pas uniquement là de mon cru. Là, il y a quand même une réflexion et une consultation de différentes personnes. C'est quand même aussi des outils qui sont certainement améliorables. Donc je suis très ouvert également à recevoir vos commentaires et puis à pouvoir en discuter avec vous, soit à la fin de cette présentation, soit ultérieurement. L'idée pour un transformateur alimentaire, c'est de pouvoir en fait vendre, hein. C'est de vendre son produit, que ce produit-là puisse être repéré, remarqué par le consommateur, que le consommateur puisse y voir en fait la valeur ajoutée là, et l'intérêt que ce produit-là va avoir pour lui. Alors, on peut avoir des univers assez différents dans l'alimentaire. On peut avoir un univers comme celui-ci là, qui est très très organisé, qui est très visuellement intéressant, et c'est facile de s'y retrouver pour un consommateur là, et de choisir assez vite le produit qui nous intéresse. Mais là, malheureusement, on est plus souvent dans un univers assez surchargé, assez compétitif également. Et la grande difficulté, c'est finalement de permettre à un produit qu'on a développé et souhaite commercialiser, d'être identifié par notre consommateur. Alors bien sûr, il y a toute la stratégie marketing hein, qui est un pilier finalement de permettre à ces produits-là d'être repérés et puis que le consommateur puisse y adhérer, puis se fidéliser aussi par rapport à sa consommation. Donc Sandra l'a évoqué, hier il y avait un événement marketing au niveau du CETAC où ça a été très déployé au niveau de la marque notamment, au niveau par exemple aussi de l'attrait des couleurs. Mais principalement, qu'est-ce qui fait que le consommateur va adhérer à un produit? Ben, c'est justement la valeur ajoutée de ce produit-là, la proposition de valeur autour du produit. Et la présentation d'aujourd'hui tourne autour de ça, c'est-à-dire de dire quels sont les leviers d'innovation qui vont nous permettre, nous, comme transformateurs, de proposer un produit à notre clientèle, à nos consommateurs, qui puisse lui apporter davantage de valeur que ce qui existe déjà sur le marché. Donc c'est vraiment, l'agenda d'aujourd'hui est vraiment une réflexion autour de ces outils, puis de l'innovation du produit alimentaire.
Je vais présenter quand même brièvement l'INAF et notre service qui vous expliqueront un petit peu pourquoi aussi on se positionne à ce niveau-là de l'innovation. Peut-être élaborer quelques notions autour de l'innovation alimentaire, qui est quand même un concept, quand on y a réfléchi, qui peut être assez flou, assez diffus. Et puis, le cœur de la présentation sera vraiment sur l'évocation des différents leviers qu'on a pu identifier. Et pour finir, peut-être un petit outil d'analyse de ces leviers là qui peut être très intéressant, assez simple, mais qui peut être intéressant là pour justement déterminer quelles sont peut-être les possibilités ou les défis qu'il va falloir relever une fois qu'on a identifié notre innovation. Donc, l'INAF, c'est un institut de recherche, c'est un regroupement stratégique reconnu par le gouvernement du Québec et qui constitue en fait un réseau extraordinaire là, pour le Québec de scientifiques et de professionnels et d'étudiants qui s'intéressent à l'alimentation sous différents angles. L'INAF, c'est quand même 130 chercheurs de différentes institutions au Québec qui sont membres de notre institut. Et l'objectif ultime de l'INAF, c'est vraiment de contribuer à une mission, à une alimentation durable pour permettre vraiment d'apporter en fait des solutions santé et qui soient respectueuses de notre planète et de mettre la science en fait au service de cette mission-là. Donc l'idée, c'est à travers cette mission-là, c'est à travers les, euh, les connaissances et les recherches développées par nos chercheurs, à travers la formation des étudiants, à travers le transfert aussi de connaissances qu'on peut déployer à travers nos travaux. Il y a aussi l'innovation. Et ce sont les quatre piliers là, qui soutiennent cette mission de l'INAF. Et à travers l'innovation, on s'est doté au niveau de l'INAF d'un service de soutien à l'innovation donc qui est composé d'une équipe de professionnels de recherche et de chercheurs de l'INAF, donc co-dirigé par Guillaume Brisson et Angelo Tremblay, et qui est en fait se veut une vraie porte d'accès aux connaissances, expertises dont disposent nos fameux 130 membres chercheurs et 500 étudiants par rapport à l'alimentation et sous différents aspects. Donc, nous, notre mission au niveau du service, c'est vraiment de favoriser l'innovation au niveau alimentaire en nous basant sur nos propres connaissances, bien sûr, notre expertise, mais également sur les expertises de notre réseau. Donc, on réalise en fait, voilà, on réalise différents types de travaux, de mandats avec un grand nombre de partenaires et des partenaires aussi qui sont très diversifiés, qui peuvent être bien sûr des transformateurs alimentaires, mais qui sont aussi des organismes de développement économique, par exemple donc le créneau Aliment Santé ou le créneau agroboréal avec lesquels on réalise donc des projets. Ça peut être aussi des organismes comme le MAPAC qui nous attribue certains mandats. On a travaillé également avec le CRAC ou avec le CETA qui est l'initiative Amélioration Alimentaire Québec. La base, bien sûr, c'est des avis scientifiques, techniques ou réglementaires, mais on a aussi quand même on va dire, des spécificités au niveau, on est à l'INAF, hein, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, donc, on a des spécificités autour de l'amélioration de la qualité nutritionnelle, autour de la valorisation des coproduits aussi, puis de ce qu'on va appeler peut-être l'éco-conception, et également sur les processus d'innovation par co-création. On est aussi très porté à travailler sur l'univers des protéines végétales. On collabore d'ailleurs avec Syntec à cet égard. Enfin, on a quand même aussi au sein de notre service une mission de vouloir transmettre et de diffuser puis de vulgariser les connaissances donc des travaux soit de nos chercheurs soit les nôtres. Donc on élabore des guides de référence. Par exemple, il y a quelques années, on a élaboré des fiches là qui permettaient de mieux comprendre l'impact des procédés sur la naturalité puis la réduction de présence d'additifs. Puis on a développé aussi des formations là, sur par exemple le remplacement du gluten. Et finalement, on travaille aussi assez très étroitement avec différentes structures là, qui permettent un encadrement entrepreneurial. On intervient beaucoup auprès d'entreprises en démarrage. Donc, on travaille notamment avec Mycelium, l'incubateur du Grand Marché de Québec. Mais tout ça nous donne en fait, ou nous a donné, et puis nous donne encore une vision assez générale et globale de la réalité des transformateurs alimentaires dans les processus d'innovation
que ce soit au niveau de petites entreprises en démarrage ou de PME plus structurées. Et c'est ce qui nous a porté donc à poser un certain regard, une certaine, on va dire, analyse par rapport donc à l'innovation alimentaire. Donc, l'innovation alimentaire, de quoi parle-t-on? C'est certain que, en fait, quand on parle d'innovation, on parle aussi éventuellement d'invention, c'est-à-dire de quelque chose de tout à fait nouveau qui n'existait pas encore. Mais en fait, l'innovation, ça va au-delà de l'invention. Si on reprend vraiment textuellement la définition de l'innovation telle qu'elle a été écrite dans le manuel d'Oslo, donc un manuel de référence hein, sur la définition de l'innovation au niveau international, justement pour arriver à mesurer, doser l'innovation. Et cette référence-là, d'ailleurs, a été citée dernièrement par le Conseil de l'innovation du Québec, là, qui a développé un rapport sur l'innovation dans le secteur de la transformation des aliments la semaine passée. Donc, c'est une innovation, c'est vraiment un produit ou un processus, ou ça peut être la combinaison des deux, mais c'est vraiment la nouveauté, l'aspect de nouveauté ou, excusez-moi, d'amélioration. Donc, de voir qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui est proposé et surtout qui est mis à la disposition d'utilisateurs. Donc, contrairement à une invention qui pourrait rester peut-être sur une tablette, on va le dire comme ça, l'innovation doit, elle, vraiment avoir une utilité, être finalement, euh, on va le voir, hein, implantée au niveau du marché. Une autre citation que j'ai pu retenir quand j'ai fait un petit tour là, de ce que les gens disaient, les spécialistes disaient de l'innovation. Ici, c'est donc quelqu'un qui agit au niveau du Centre des arts et métiers de Paris, qui est quand même une école réputée là, au niveau de la créativité, puis de l'ingénierie, puis de ce qui peut produire de cette école-là. C'est vraiment d'intégrer le meilleur état des connaissances, c'est-à-dire de pousser au maximum de ce qu'on peut faire ou savoir par rapport à la création d'un nouveau produit et surtout de lui apporter une nouvelle valeur, de créer de la valeur. Et le troisième citation, c'est très très simple, mais c'est une citation qu'on revoit sous différentes formes par différentes personnes. Donc c'est quelqu'un de Xerox, donc une multinationale, mais qui indique clairement que l'innovation, en fait, c'est une invention qui doit être implantée et qui doit être adoptée par le marché. Donc, en fait, l'innovation, on a vraiment la notion de marché, hein. Il faut que ce soit vraiment sur le marché. Et c'est surtout, ça doit être aussi quelque chose qui doit être durable sur le marché. C'est quelque chose qui doit être, comme quand on dit que c'est adopté, ça veut dire bah, les gens le choisissent, l'apprécient et sa consommation ou sa présence sur le marché va être quand même sur le long terme. Un exemple pour illustrer le propos, c'est la GoPro. Donc ici, en fait, c'est une photo là de l'inventeur de la GoPro, là, qui était un surfeur australien qui un jour s'est dit, ben, moi, j'aimerais bien quand même capter ce que font mes amis autour de moi et puis moi-même. Et donc, il s'est en fait patenté en bon québécois un appareil photo qui pouvait filmer un petit peu là sur son poignet. Ça, c'est l'invention. On comprend bien que c'est absolument pas commercialisable tel quel, là, etc. L'innovation, ça a été de développer une caméra là, qui soit adaptée là, pour la prise de vue en direct, active, dans des conditions aussi qui sont pas forcément euh, tout à fait propices à une caméra. Donc, de créer cet outil-là, le commercialiser, puis on sait aujourd'hui donc le succès que ça a eu depuis. Mais c'est un exemple de processus et au niveau de l'innovation. Alors, en alimentaire, comme je disais en introduction, il va falloir innover. On n'a pas le choix. On est dans un univers extrêmement concurrentiel. L'alimentation a ceci de particulier, on va dire, sur le marché, c'est que euh, c'est une nécessité. Il faut que les gens se nourrissent. On n'a pas le choix. Faut manger là si on veut vivre. Et on peut le considérer comme un bien essentiel en fait à certains égards. Et on va avoir en fait deux grandes catégories par rapport à ces biens-là. C'est-à-dire que les biens essentiels ou peuvent être vus comme des produits de masse. Par exemple, on peut penser à du sucre ou de la farine.
euh, dans lesquels il va être très difficile de se différencier et d'innover. C'est des produits de base, ça va être surtout des structures de coûts là, qui vont permettre en fait d'être un peu plus compétitifs que nos concurrents, mais versus une multitude de marchés de niche qui offrent effectivement énormément d'opportunités, mais qui sont excessivement complexes aussi à comprendre et pour lesquels il faut arriver à bien positionner notre produit pour offrir en fait la meilleure valeur possible à ce marché de niche-là. Donc, on a une segmentation aujourd'hui là qui est de plus en plus vaste. Hein. Si on prend les épiceries d'aujourd'hui versus celles d'il y a 20 ou 40 ans, on n'est plus du tout dans les mêmes registres. Hein. Il y a une multitude, une foison de produits qui sont proposés et qui s'adressent spécifiquement à différents types de clientèle. On a une évolution de notre société, notamment au Québec. Bon, notre société évolue plutôt vers le vieillissement. On a aussi quand même aussi l'immigration qui joue un rôle dans la diversification un peu de culture et d'approche par rapport à l'alimentation. Euh, on a aussi toutes les modes de vie, les modes de vie plus actifs, ou peut-être plus les foyers sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Il y a des gens, davantage de gens seuls également dans les foyers. On a une approche aussi de notre santé qui est très, de plus en plus holistique, qui englobe beaucoup de choses, mais dont l'alimentation fait partie. Enfin, il y a tout ce qui est autour des régimes alimentaires, historiquement, il y en a toujours eu des régimes alimentaires, mais il y en a peut-être pas qui ont eu autant d'ampleur que ce qu'on peut vivre aujourd'hui, notamment quand on pense au flexitarisme. Quand on pense à la vague de produits sans gluten, bon, là, le cétogène est peut-être un petit peu moins en vogue aujourd'hui, on en parle moins, mais il y a quand même eu toute une période où ça a été quand même très fort également. Donc, on voit en fait par ces illustrations que il y a vraiment une explosion là de, de, de marché, une segmentation immense, et en plus dans un contexte de globalisation mondiale, d'échanges internationaux qui sont facilités, qui sont aussi contrôlés au niveau de certains coûts à l'échelle mondiale, et qui ont une vélocité aussi de plus en plus grande. Ça va de plus en plus vite. Hein. Ça tourne très vite par rapport à ce qu'on pouvait vivre encore une fois les dernières décennies. L'illustration que je mets ici, c'est la moitié d'un rayon d'une épicerie aux États-Unis qui est sur les barres énergétiques. Donc, vous voyez que c'était énorme là, quand c'était l'offre qui était proposée. C'est certain que les marques peuvent prendre beaucoup de place. Hein, on le voit un peu visuellement là que certaines marques vont prendre un petit peu plus de place et déclinent en fait en différents produits. Mais il reste pas moins que quand on est consommateur et qu'on doit trouver une barre tendre parmi ce rayon-là, ça devient très complexe. Et donc, comment arriver à trouver le bon produit. On sait que c'est excessivement difficile, l'innovation alimentaire. Les données, bon, peuvent varier d'une source à l'autre, mais globalement, on a une quantité assez impressionnante de produits qui sont mis en marché annuellement. Pardon, le USDA. Juste, donc aux États-Unis, on estime que c'est autour de 20 000 produits qui sont lancés chaque année, un nouveau produit. Ceci dit, leur durée de vie tablette est quand même très limitée, puisque on estime qu'il y a au-delà de trois quarts des produits qui ne survivent pas après 2 ans. Donc, ne pas survivre après 2 ans, c'est pas forcément parce que c'est pas un bon produit. Il peut y avoir différents facteurs qui affectent. Ça peut être des enjeux de commercialisation, ça peut être des enjeux structurels au niveau d'une entreprise, bon, peu importe. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est très difficile de rester de façon pérenne sur le marché et que si à la base, donc notre produit ne représente pas une bonne innovation, ben, ça devient encore plus complexe. Donc tout ceci nous a en fait, comme je disais, toutes nos expériences et puis nos échanges qu'on a pu avoir avec des transformateurs ou différents acteurs nous a amené à une réflexion un peu plus globale et de répondre à un appel à projet du MAPAC en 2021 sur aider les conseillers en transformation alimentaire du Québec, qui ne sont pas tous des spécialistes de la transformation alimentaire,
mais les aider à mieux accompagner les transformateurs dans leur processus de développement de produits, notamment pour répondre un peu à ces fameux échecs de commercialisation. Puis ça, c'est sans compter tous les échecs qu'il peut y avoir en cours de développement, hein, parce que on sait qu'il y a plusieurs produits en fait qu'on peut envisager au début, qu'on essaye de développer, puis qu'en fait il y a beaucoup d'écueils qui peuvent arriver avant d'aboutir sur le marché. Donc, ce guide d'accompagnement a été réalisé en collaboration avec notamment le professeur Michel Deblois de l'école de design de l'Université Laval, également donc avec ma collègue Élodie Bonneface à l'INAF et de Ghislain Dagneau là, du CRAC. Mais il s'inspire aussi de différents échanges et donc de l'interaction qu'on a pu avoir avec plusieurs acteurs. Donc c'est un guide en fait qui bon je veux pas passer à travers le guide du tout aujourd'hui, c'est pas l'objet. Si vous le souhaitez le consulter ou avoir accès, il est disponible donc sur la plateforme du CRAC à l'adresse indiquée. Mais c'est un guide qui est essentiellement destiné aux conseillers, donc mais qui peut être utile pour des entreprises en transformation alimentaire là, qui souhaitent réviser ou revoir peut-être certains processus. Bon, il y a toute une structure là dans le guide. On y va aussi par étapes, hein, et c'est assez organisé, même si on sait que c'est des processus qui sont itératifs, qu'on peut avoir des retours en arrière. On a voulu quand même assez catégoriser. Mais surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est nous appuyer sur des concepts et des outils. Donc, les premiers concepts sont vraiment autour des processus de design, comme je disais. Donc, Michel Deblois est professeur à l'école de design. C'est un spécialiste aussi en design de produits, en innovation. Et il s'appuie beaucoup donc sur les processus inspirés du design qui sont très tournés sur l'usager, très tournés sur l'analyse de contexte. Donc de bien comprendre en fait ce que notre usager ou marché final souhaite et de bien identifier en fait ce besoin qui devient une opportunité pour l'entreprise. Donc, il y a également toute la notion ici de modèle d'affaires hein, qui est essentielle dans l'élaboration d'un bon développement. La notion de proposition de valeur, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, là, mais ça, on insiste beaucoup sur ces éléments-là. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont tirés de choses qui sont déjà bien connues. Hein. On n'a rien réinventé. Également, on a développé ce qu'on a appelé un cahier de charge dans le suivi du développement pour aider au développement. Là aussi, bon, c'est un outil qui a été adapté, on va dire, mais c'est le cahier de charge de chacun en transformation alimentaire, c'est ce que c'est, puis peut en utiliser un. Enfin, donc là, ici, il y a toute une structure qui a été donnée. Mais surtout ici, ce qu'on a apporté comme élément, c'est, je dirais, novateur dans le guide, c'est vraiment une illustration et une visualisation des différents leviers d'innovation autour du produit alimentaire. Et ça va être donc l'objet de la suite de la présentation. Donc, les leviers d'innovation alimentaire, en fait, ce qu'on a voulu représenter ici, c'est vraiment tous les axes à travers lesquels sont définis ou définissent un produit alimentaire et qui peuvent représenter autant de leviers d'innovation. Donc, en fait, on a quatre axes principaux qu'on a identifiés. Hein. Il y a tout ce qui est au niveau de la conception même du produit. Il y a tout ce qui est au niveau des attributs et de ce que propose en fait l'offre du produit. Ça, c'est je pense que c'est assez, euh, je dirais, relativement évident là comme compréhension. Mais on a aussi ajouté quand même tout ce qui est autour de l'environnement du produit qui peuvent représenter des leviers là, avec lesquels finalement on va utiliser cet environnement-là pour proposer quelque chose qui répond à ce qui est à l'évolution du marché par rapport à cet environnement et les ressources également qu'on va mettre en œuvre ou qu'on va devoir mettre en œuvre pour réaliser ce produit-là et éventuellement le commercialiser. Donc c'est vraiment un ensemble de facteurs qui définissent le produit. Ça, il y a rien de nouveau au travers ça, mais c'est plus une réorganisation puis une visualisation qui nous permet peut-être de faciliter l'analyse autour de l'innovation de notre produit et puis de voir, d'identifier peut-être plus facilement en quoi il va se distinguer. Donc là, on va y aller levier par levier. Puis pour chacun des leviers, je vais illustrer ça là, par un ou deux ou
exemples de produits là qui peuvent représenter ce que on souhaite exprimer. Euh, L'axe, bon, le levier de développement durable, on l'a indiqué parce que c'est maintenant un incontournable quasiment là dans le développement de produits. Il faut absolument arriver à intégrer cette dimension de durabilité. Euh, et c'est quelque chose, on l'a vu encore une fois, je ne sais pas si les gens ont pu assister au webinaire la semaine passée là, du Conseil de l'innovation du Québec, hein, donc sur la présentation là, ou leur constat là, sur l'innovation du, en transformation alimentaire. Mais moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est l'ampleur que le Conseil a mis sur finalement les impacts environnementaux. Alors, eux, c'était beaucoup autour des processus, hein, des procédés en usine notamment, mais le produit, lui, peut refléter ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir exploiter comme innovation. Alors, bien sûr, ça tourne beaucoup autour de l'éco-conception. Il faut être en mesure là d'arriver à identifier à travers notre éco-conception là, à quel niveau finalement notre produit va se distinguer. Aujourd'hui, en éco-conception, il y a plein de structures, d'organismes qui se proposent là, pour accompagner les entreprises. Là, bon, c'est une illustration, par exemple, d'un pôle en Europe là, qui propose une certaine démarche. Mais vous comprendrez que c'est vraiment à ce niveau-là là, que le levier peut intervenir. Bon, un exemple en fait très concret, c'est tous les produits qui se sont développés à base d'insectes. Ces produits-là, la promesse de base, c'est que bah, c'est un produit qui a un plus faible impact environnemental que les autres produits animaux. Donc c'est ça qu'on veut vendre comme valeur en fait à notre consommateur. Donc c'est bien ce levier-là qui principalement a été activé, on va dire, pour ce type de produit-là. Un autre exemple, c'est vraiment ce qui est développé autour donc de la valorisation de coproduits. Ici, j'ai illustré donc des craquelins à base de drèche. On sait qu'il y en a maintenant plusieurs là, sur le marché au Québec. Mais là aussi, c'est pareil. C'est le levier vraiment de durabilité par rapport à la réduction du gaspillage, par rapport à la valorisation d'un coproduit qui serait jeté autrement, qui apporte de la valeur au produit et qui est le levier qui est activé. Au niveau du coût, ici, c'est un autre élément là qu'on voulait apporter qui est plus un élément de contexte. Hein. C'est par rapport, par exemple, au marché dans lequel le produit va s'inscrire. Ça peut être aussi par rapport au mode de commercialisation dans lequel on va vouloir le distribuer, le mettre en marché. Euh, L'idée ici, c'est de voir en fait à travers nos processus, à travers peut-être nos sources d'ingrédients, à travers peu importe et si comme entreprise, je suis en mesure d'offrir d'avoir un coût de revient qui soit plus faible que les produits de mon segment de marché, j'ai un vrai levier d'innovation parce que je peux l'utiliser en fait de différentes façons. Et notamment, par exemple, bon, en offrant un prix plus bas que le prix de mes concurrents. C'est sûr qu'on peut aussi avoir dégager une marge plus intéressante aussi, mais si on est en mesure de proposer un produit de qualité ou de caractéristiques assez similaires que les produits du segment de marché, mais à un prix plus intéressant, ça va être vraiment très, très attractif pour le consommateur. On sait que le prix, c'est quand même, surtout dans le contexte aujourd'hui, là, inflationniste et puis en plus de difficultés, on va dire, économiques, que ça demeure le critère numéro un d'achat là, du consommateur. Euh, L'illustration là pour ce levier-là, c'est sûr on n'a pas d'informations stratégiques hein, sur les coûts de production des produits, donc c'est difficile de l'illustrer de façon très très précise par rapport à ça. Mais un exemple qui nous est venu en tête avec mes collègues là, quand je les ai interpellés pour la présentation, c'est les goldfish, donc qui outre un positionnement marketing là, qui est vraiment génial là, en termes de format, donc ce que propose le produit en tant que tel.
n'est ni plus ni moins quand même qu'un craquelin, euh, mais à un coût tel que ce craquelin-là est tout à fait accessible, par exemple aux jeunes familles, pour offrir ce produit-là à leurs enfants. Donc c'est vraiment pour cette entreprise-là, c'est vraiment un des leviers qui est utilisé. C'est pas le seul, mais c'est un des leviers qui est vraiment utilisé et intéressant là par rapport à ça. Au niveau réglementaire, là, je vous cache, vous le savez tous, le domaine alimentaire est un domaine extrêmement normé, extrêmement contraint donc par cette réglementation, mais qui peut aussi offrir des opportunités d'innovation. Donc là, on parle notamment au niveau pardon, des normes d'identité, d'arriver à faire bouger peut-être certaines normes, euh, de regarder au niveau de certaines allégations santé. C'est sûr que là, il y a toujours à faire attention entre la marge, entre l'aliment et les produits de santé naturelle, mais il y a quand même des choses qui sont très intéressantes à aller explorer. Pareil au niveau de l'introduction d'un nouvel aliment qui n'a pas été encore commercialisé au Québec. Et donc, quand on dit un nouvel aliment, c'est vraiment un nouvel ingrédient ou une nouvelle source alimentaire. Et puis aussi au niveau de l'innocuité, on voit beaucoup apparaître au niveau de la réglementation des propositions là, de nouveaux barèmes, par exemple, de traitements qui vont donner peut-être une meilleure qualité à un produit. Je vais l'illustrer tout à l'heure par un exemple que vous connaissez bien. Ici, je voulais quand même profiter de cet exemple-là de la réglementation pour souligner que les leviers, en fait, quand c'est pas un levier uniquement là, qui va être utilisé ou qui peut être utilisé, il y a quand même une interrelation qui est très forte entre les leviers. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut exploiter la réglementation là, par rapport à notre innovation, par rapport donc à des allégations nutritionnelles spécifiques, bah, ça rejoint tout à fait aussi le levier de bénéfices nutritionnels. C'est-à-dire qu'on veut apporter une nouvelle allégation, une nouvelle chose qui n'existe pas dans le segment de marché. Mais ça va falloir quand même tenir compte de la réglementation. Pareil, par exemple, au niveau des procédés. Là, on peut penser, par exemple, au HPP, donc qui est très bien connu, hein, les premiers produits HPP qui ont été commercialisés. C'était tout à fait, donc, encore une fois, innovant. Ça passait par le procédé, mais ça passait aussi par une démarche réglementaire pour le faire approuver. Donc, ça a été quand même de longue haleine. On peut penser aussi, par exemple, aux ingrédients comme la spiruline. C'est un exemple aussi là, d'un nouvel ingrédient qui est apparu petit à petit dans certains produits alimentaires là, et qui apporte une certaine valeur ajoutée. Puis ici, je voulais aussi mentionner les ressources humaines qui, à ce stade-ci, au niveau réglementaire, peuvent représenter en fait quelque chose de stratégiquement crucial, dans le sens que si on a en interne ou qu'on fait affaire avec des spécialistes de réglementaire, c'est ces personnes-là qui vont nous permettre d'exploiter au mieux la réglementation et de pouvoir aussi proposer des dossiers au niveau réglementaire qui puissent être approuvés sans trop d'embûches, on va dire. Donc, finalement, la spécialisation à ce niveau-là là, de nos ressources, l'expertise des ressources humaines qu'on va utiliser, peut constituer un vrai levier aussi en termes d'activation en fait de l'innovation. Euh, un exemple peut-être un petit peu à part là, par rapport à la proposition de valeur, mais que quand même je voulais souligner, c'est donc ce que propose Fumoir Grizzly comme technologie de conservation au niveau de ces produits de saumon fumé. Donc Fumoir Grizzly, après une collaboration avec un chercheur de l'Université Laval, euh, des années de collaboration de recherche, était en mesure de déployer en fait une solution technologique à base d'une bactériocine, donc une solution naturelle pour préserver et éviter donc la présence notamment de listeria là, sur le produit. Donc ça garantit une meilleure innocuité du produit, ça garantit aussi la durée de vie du produit pour le consommateur. Mais ça a nécessité de la part de l'entreprise une vraie démarche au niveau réglementaire de faire approuver cette solution-là au niveau de son produit. Ça a été une démarche longue et fastidieuse, mais qui a abouti quand même à ce succès, un succès tel que
Aujourd'hui, l'entreprise Fumargesi donc a déployé une deuxième entité, Aliotech, là, qui propose cette solution-là maintenant à d'autres transformateurs. Euh, Excusez-moi, une petite gorgée. Ici, je voulais souligner l'impact de l'étiquetage au niveau là, de l'innovation alimentaire. On sait donc il y a eu plusieurs révisions qui ont été faites ces dernières années là, au niveau des normes d'étiquetage et des exigences, notamment donc au niveau de la présentation du tableau de valeur nutritive et puis de la liste des ingrédients. Euh, Au niveau de la liste des ingrédients, nous, ce qu'on a vu apparaître, par exemple, c'est le regroupement des sucres qui peut inciter des entreprises à dire, bon, bah, moi, je veux pas justement que mes sucres apparaissent en premier sur la liste d'ingrédients, donc quelles pourraient être d'autres sources de sucre qui ne soient pas déclarées comme des sources de sucre. On peut penser par exemple aux dattes ou des choses comme ça. Donc, ça a amené en fait forcer des entreprises à y réfléchir et puis à proposer des solutions vraiment intéressantes. Pareil au niveau des colorants alimentaires, où là, on pouvait mettre juste un colorant artificiel, et aujourd'hui, il faut déclarer vraiment le nom des colorants. Puis on sait que certains colorants ont des noms vraiment qui peuvent faire peur. Donc, de trouver des nouvelles solutions naturelles pour remplacer ces colorants-là était aussi une innovation là, de ces dernières années. Puis l'autre événement donc, qui arrive, c'est vraiment le symbole au devant de l'emballage, donc c'est le symbole d'avertissement nutritionnel pour les aliments qui contiennent trop de sucre, de gras saturés ou de sodium, donc qui va être obligatoire à partir du 1er janvier 2026, qui est déjà en place. Hein, on voit déjà des produits apparaître avec ce symbole-là, mais qui, et ça c'est ce qu'on souhaite, vont forcer certains transformateurs à réviser finalement la formulation de leurs produits, à proposer de nouvelles solutions pour éviter d'avoir ce symbole-là là, sur certains segments. À ce sujet-là, je veux vraiment profiter de l'occasion pour évoquer très très brièvement un outil assez extraordinaire qu'ont développé mes collègues de l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire, pardon, qui s'appelle Scan, qui est un outil en ligne gratuit, vraiment fait pour les transformateurs alimentaires, pour que en fait la qualité nutritive telle que rentrée dans un tableau de valeur nutritive puisse être évaluée quant donc aux fameuses teneurs en sucre, sodium, gras saturé, euh, par rapport donc aux seuils qui sont demandés au niveau de Santé Canada, mais également par rapport à ce qu'on retrouve au niveau du marché, parce que l'Observatoire a été en mesure de collecter des données de marché sur les dernières années pour une quinzaine de catégories de produits alimentaires. Et, et en fait, ils sont en mesure de permettre à un transformateur de regarder si le produit, par rapport au marché, se positionne de façon intéressante en termes de qualité nutritive. Donc, je vous invite vraiment à aller essayer cet outil-là. C'est vraiment un outil interactif très simple à utiliser et qui donne une belle visualisation de résultats et qui peut donner en fait des pistes de réflexion sur ce qu'on a à faire pour améliorer la qualité nutritive des produits. Euh, Dans l'axe attributs propriétés, il y a vraiment tout ce qui est autour des bénéfices nutritionnels. Ça, c'est sûr que là encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça peut passer par une démarche réglementaire, une certaine validation aussi, hein, si on veut évoquer. Alors, il y a les bénéfices nutritionnels au niveau du tableau de valeur nutritive, mais si on veut faire des allégations, il va falloir quand même prouver ces allégations-là, sauf si c'est des allégations qui sont déjà autorisées dans la réglementation. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est le yogourt grec, Chobani, donc qui est une entreprise des États-Unis qui en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était en 2008. 2008, Chobani a commercialisé son yogourt grec à forte teneur en protéines. Ça a été une révolution dans le segment des yogourts. Aujourd'hui, je crois, j'ai lu dernièrement que les yogourts grecs représentaient à peu près 50% de ce segment, que c'est le seul vecteur de croissance ou le principal vecteur de croissance de ce segment là, au niveau du marché. Donc,
Cette introduction-là, aujourd'hui, pour nous, elle est yogourt grec, ce n'est plus une innovation, puis ça, j'y reviendrai plus tard, mais quand c'est apparu, là, ça a été vraiment une révolution. Euh, une autre illustration, bah, c'est dans les céréales, All Bran, avec ces buds auxquels sont ajoutés du psyllium, et qui permet vraiment de positionner ce produit-là. C'est le seul de la catégorie qui est positionné vraiment sur la réduction là, du risque de maladies cardiovasculaires grâce aux fibres et grâce au psyllium. C'est vraiment un produit qui est très intéressant pour les personnes qui sont sensibles à ce genre d'arguments-là. C'est certain que ce que je voulais évoquer aussi, bon, je travaille à l'INAF, hein, l'Institut sur la nutrition, les aliments fonctionnels, tout ce qui est sur les bénéfices de nutrition, santé, bien sûr, ça fait partie de nos intérêts majeurs. Mais je veux quand même insister que ça reste quelque chose de très important là au niveau alimentaire. On le voit, c'est évoqué encore beaucoup dans les tendances, dans les cahiers de tendances qu'on peut retrouver. Un organisme New Nutrition Business là qui est au Royaume-Uni là publie vraiment des tendances santé là spécifiques. Whole Foods Market qui est situé aux États-Unis vont chaque année émettre aussi un carnet de produits pardon tendances. Et dedans, il y a quand même beaucoup de produits qui sont positionnés sur la santé. Puis enfin, XTC, qui est une organisation française, mais qui a déployé à l'échelle mondiale un outil de repérage de tous les produits alimentaires qui sont lancés, donc à l'échelle mondiale, fait une analyse annuelle de l'évolution de l'axe d'innovation. Alors, eux, ils les catégorisent différemment. Alors bien sûr, le plaisir demeure le principal axe, hein. On mange, oui, bon, c'est une nécessité, mais on mange aussi pour le plaisir, hein, c'est ce qu'on souhaite. Euh, mais l'axe santé demeure quand même pour le tiers des produits qui sont lancés. C'est encore quelque chose qui est très très dominant là au niveau là de l'innovation alimentaire. Au niveau de la durée de vie et de l'usage, ici, c'est vraiment de pouvoir jouer en fait sur ce levier-là pour peut-être modifier ou jouer dans les réseaux de mise en marché, de jouer avec les modes de conservation pour proposer en fait une durée de vie plus longue et d'utilisation à notre clientèle. Bon, par exemple, on peut penser au lait pur filtre qui propose une durée de vie plus longue. Mais ici, je voulais illustrer par rapport à ce café chocolat favori, au niveau là finalement de préparer une fondue prête à manger. Euh, Encore une fois, aujourd'hui, ça nous paraît assez simple, assez, je dirais, trivial. On est habitué à voir ce produit-là maintenant dans notre épicerie, mais encore une fois, quand ils ont lancé ce produit-là, ça n'existe pas. Ils ont créé un nouveau segment de marché. C'est vraiment une magnifique innovation par rapport à ça, mais en fait, cette innovation-là, elle est vraiment liée à la façon d'arriver à conserver une fondue prête à manger donc à l'usage en fait aussi de ce produit-là. C'est vraiment les deux éléments sont très liés, usage de durée de vie. L'autre exemple que je peux donner, c'est donc ce que fait Vive à travers donc ces smoothies ou ces cubes prêts à préparer encore une fois aussi, un peu comme la fondue là, mais là dans un autre univers, les smoothies, mais qui est aussi très très intéressant comme innovation. Au niveau de la qualité sensorielle, donc comme je disais, c'est le plaisir de manger, c'est la clé, hein. Aussi, si on n'a pas un produit qui est intéressant pour le consommateur en termes d'expérience, en termes de goût, on le rachètera pas, hein. Il sera pas racheté, il y aura pas cette fidélisation, ce fameux repeat. C'est un aspect essentiel à considérer, mais c'est aussi un levier si on arrive à proposer quelque chose, encore une fois, de, de plus impressionnant, on va dire, en termes d'expérience sensorielle que ce qui existait sur le marché quand on arrive. L'exemple que je souhaitais donner ici, c'est les saucisses véganes de Gusta. Il y en a eu avant ça plein d'entreprises ou de produits qui étaient proposés, hein, qui développaient des choses, mais rien justement qui permettait de permettre à un consommateur de dire, ben, ah, c'est vraiment intéressant, je veux en racheter. Gusta, quand ils sont arrivés avec leurs produits, ça a vraiment, encore une fois, là aussi, bougé le marché
Puis aujourd'hui, dans le rayon, c'est difficile de voir autre chose que ces produits-là. L'autre exemple, là, qui vient pas du Québec, là, mais qui est aussi quand même aussi très intéressant, dans en fait comment proposer une nouvelle expérience de consommation d'un produit qui finalement avait peu d'attrait, hein, c'est le pois vert. Donc, à part le manger à partir de boîtes de conserve ou congelées, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait trouver. Là, ils arrivent avec vraiment une nouvelle offre tout à fait distincte et qui était vraiment très intéressante, hein, pour le consommateur par rapport à ça, et qui aujourd'hui se décline sur différents types de produits. Euh, Au niveau des attributs sensoriels, là où je voulais apporter l'attention, c'est que le grand défi du transformateur alimentaire, c'est vraiment d'arriver à obtenir les propriétés en fait sensorielles et gustatives là, qui respectent aussi toutes les contraintes, hein, de formulation et des procédés de transformation qu'on connaît dans l'industrie. C'est vraiment pas si facile que ça. Donc, d'arriver finalement à déployer un produit qui se démarque sur ces axes-là, c'est là où réside vraiment l'innovation. C'est aussi d'arriver à conserver ces propriétés-là, là, comme on dit, comme au jour zéro, là, mais sur la durée. Puis, finalement, il y a aussi tout ce qui est par rapport à la neutralité. On veut supprimer des additifs qui nous permettaient justement de conserver ces attributs-là. Là, on arrive dans vraiment des beaux défis. Donc, si on arrive à ça représente un beau levier, encore une fois. Au niveau de la conception, bah, c'est sûr que au niveau des procédés, là, ça va être surtout au niveau de partenariats ou de nouvelles technologies là qu'on va pouvoir introduire. Donc, d'arriver à faire ce repérage là ou ce développement. Hier, euh, à l'activité du CETAC, il y a un prix là qui a été remis là pour un produit là, mais qui émane vraiment du procédé de pasteurisation en continu là qui a été développé. Donc c'est vraiment encore une fois là aussi un levier. Là bon là je voulais illustrer là cette fois par le HPP là qui ces 15-20 dernières années a été vraiment une des révolutions technologiques là au niveau du domaine alimentaire. Également, un autre exemple, c'est AntiPlus, qui a été un produit là qui était basé vraiment sur une technologie qui permettait de réduire un fruit dans son intégralité en quelque chose de liquide qui nous permettait donc de le consommer comme un jus, mais qui n'était pas un jus. Donc ça aussi, ça a été quand même une belle réussite là quand ça a été commercialisé. Malheureusement, le produit n'est pas demeuré là pour des enjeux de coût essentiellement. Au niveau des ingrédients, là, on va jouer beaucoup sur la disponibilité, l'origine et le coût. Euh, Là, l'exemple que je voulais illustrer, c'est tout ce qui se fait au niveau de l'univers des pâtes alimentaires, on le voit, mais aussi de trouver des alternatives, hein, au blé, puis et là, ce que propose Explore Cuisine, là, au niveau de produits à base de légumineuses, mais qui se consomment comme des pâtes alimentaires, là, on est en train de réinventer finalement une catégorie à partir de nouveaux ingrédients. Et c'était un peu l'exemple que je voulais citer. Autre exemple aussi, c'est quand on parle de provenance, bah, Loop, donc, qui a fait un travail admirable au niveau là de proposer. Alors là, on parle d'un jus. Le jus est pas en soi euh, très distinctif, hein. Bon, il peut avoir une saveur particulière, etc., intéressante. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce produit-là? C'est la provenance des ingrédients qui ont fait le jus. Donc des fruits ou des légumes éventuellement, mais là, en l'occurrence, des fruits qui sont jetés, donc qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être commercialisés à cause de leur qualité, et qui sont repris là par l'entreprise là pour produire ça. Donc ça, c'est ça qui apporte la valeur au consommateur qui veut acheter ce produit. Au niveau des emballages, là, c'est sûr on peut jouer au niveau des formats, on peut jouer au niveau des matériaux, on peut jouer aussi, encore une fois, un peu sur l'usage, c'est-à-dire la praticité que va nous proposer notre nouveau conditionnement, notre nouvel emballage. En illustration, donc les fameuses pochettes de compote. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un standard dans l'univers alimentaire. Et même ce type de sachet aujourd'hui est retrouvé pour plein de types de produits.
Mais quand ça a été commercialisé, c'était vraiment, encore une fois, une belle innovation parce que c'était les premiers à proposer ça et ça a eu un succès automatique. Autre exemple que je voulais citer, c'est vraiment les produits Clark, qui est une fève, des fèves au lard. Donc, il y a le produit à l'intérieur est exactement celui qu'on retrouve dans des boîtes de conserve. Ce qui a été génial à ce niveau-là, c'est de trouver un matériau plastique qui soit autoclavable et qui est réutilisable. Donc, de proposer par le conditionnement, finalement, de réinventer la proposition de valeur autour des fèves au lard. Au niveau des ressources, c'est vraiment d'arriver en fait à exploiter les ressources humaines, financières ou matérielles pour servir à l'activation des leviers. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, au niveau des ressources humaines, au niveau de la formation. Ça peut être aussi au niveau des programmes de financement là, qu'on va avoir. On peut penser au programme alimentation santé du MAPAC notamment. Et au niveau matériel, bah, c'est si on arrive à avoir une exclusivité d'utilisation d'un équipement, ça peut représenter ce fameux levier-là. Donc, c'est différent. Vous comprenez que la grande difficulté, donc, on a vraiment finalement cette espèce de fleur avec autant d'options possibles. Il va falloir toutes les considérer quand on va devoir développer le produit, mais donc certaines vont représenter nos leviers. Donc, on va définir notre innovation de cette façon-là. L'enjeu, c'est bien sûr un enjeu de est-ce que c'est faisable? Donc, d'être en mesure de bien analyser la faisabilité de l'innovation qu'on va faire. Et puis, bien sûr, est-ce que ça va être rentable? C'est souvent un un des premiers freins aux idées d'innovation là qu'on peut avoir. Donc, nécessairement, on va devoir faire des compromis. Mais ce qui va être excessivement important, c'est de définir, bon, quelle est la priorité incontournable d'innovation de notre produit qui fait que c'est cette priorité-là ou ces priorités-là qui vont apporter la valeur au produit, la valeur auprès du consommateur qui le recherche. Euh, Très rapidement, là, parce que le temps a filé plus vite que je le pensais, euh, un petit outil très simple, c'est vraiment ce qu'on appelle une matrice d'interaction qui permet en fait, quand je disais d'analyser la préfaisabilité, d'analyser en fait l'impact de notre choix de levier ou de caractéristiques qu'on cherche sur les autres critères qui définissent le produit. Donc ici, on a par exemple une matrice avec l'axe attributs et propriétés, puis les leviers, bénéfices, sensoriels, et durée de vie, puis l'axe de conception avec procédé, ingrédients, emballage. Alors en fait, c'est peut-être le plus facilement compréhensible pour nous, parce qu'on sait que bah, si je veux rajouter une telle quantité de protéines, par exemple, dans un produit, quel impact ça va avoir sur le choix de mes procédés? Quel impact ça va avoir sur le choix de mes ingrédients? Est-ce que les ingrédients qui vont me permettre d'atteindre cette quantité de protéines sont disponibles? À quel coût ils vont être présents, etc. Est-ce que je suis en mesure d'atteindre finalement mes autres objectifs par ça? Est-ce que je vais devoir considérer un conditionnement particulier? Donc, comprenez, j'ai pas le temps ici de déployer trop l'explication d'utilisation de ça, mais c'est vraiment autour de ce principe-là. Et on va avoir donc 6 matrices puisqu'on a en fonction des différents axes. Donc ici tout ce qui est au niveau des attributs, la conception, euh, les ressources et puis l'environnement. Puis ça, c'est des matrices croisées. Donc là, je n'aurai pas le temps de passer les petits exemples, mais vous aurez une copie là, certainement de la présentation. Et puis ce que je voulais donc souligner en synthèse, c'est que donc effectivement donc le succès commercial d'un produit alimentaire repose sur un ensemble de facteurs qui vont définir le produit puis qui vont l'accompagner. Donc on peut bien sûr s'appuyer sur ce qu'on appelle le marketing mix, donc toute la stratégie marketing et de commercialisation d'un produit. Là, si on n'a pas ça, on aura beaucoup de mal à avoir du succès. Mais sans une réelle innovation au niveau du produit, on aura beaucoup de mal à se distinguer puis à être présent de façon pérenne là, sur le marché. Également, ce que je voulais apporter, je l'ai abordé brièvement, mais c'est très contextuel l'innovation. Donc, plusieurs des exemples que j'ai donnés aujourd'hui, ça ne constitue plus une innovation. Les produits, ça y est, sont là, mais quand ils ont été lancés, ça a été vraiment des nouveautés. C'est aussi par rapport à des segments de marché particuliers.
un produit riche en protéines dans un segment euh, ne pourrait pas être une innovation, mais dans un autre segment, il pourrait en représenter une. Et puis c'est aussi un contexte géographique, hein, quelque chose qui se fait dans un pays peut être une innovation dans un autre pays. Donc il y a vraiment un élément de contexte qu'il faut arriver à bien analyser pour définir l'innovation. Et enfin, bah, ce qu'on recommande, c'est vraiment que l'innovation puisse porter sur plusieurs des éléments constitutifs du produit. Euh, Plus on sera en mesure d'activer ces deux leviers, plus on aura un produit qui sera fort et qui pourra ne pas être ou plus difficilement copié, et donc on pourra être présent de façon plus durable et pérenne sur le marché. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite un bon développement, puis n'hésitez pas encore une fois à me solliciter pour interagir ou discuter là de ces différents éléments avec moi pour qu'on puisse bonifier euh, tous ces outils-là. Ben, merci beaucoup, Ronan. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents qui souhaiteraient adresser des questions à Ronan? J'en ai pas dans le chat. Donc, si vous avez de toute façon besoin de plus d'informations, ah oui, je viens de voir une question. Excellente présentation, merci beaucoup. Est-ce que les prix des services d'innovation de l'INAF est par projet ou par heure? Est-ce qu'il y a des services gratuits pour les entreprises qui sont dans le créneau aliment santé, par exemple? Euh, Belle question. En fait, tout dépend du contexte. C'est certain que donc effectivement, bon, il y a un coût à notre accompagnement et à nos services. On est en mesure d'utiliser ou de rediriger une entreprise vers différents leviers financiers, dépendamment donc de la question, de la problématique, de ce qu'on doit traiter. Bah, le mieux, c'est d'en discuter ensemble, puis on peut voir ce qu'on peut faire. Tout à fait. Donc, je vous invite à contacter Ronan. Vous aviez ses coordonnées dans la présentation. Il y a aussi, ben, il n'y a pas de question. Les gens te disent que c'était très intéressant et je partage leur avis. J'avais assisté à la formation là, sur le guide de développement de produits alimentaires. J'avais trouvé ça particulièrement intéressant, surtout les éléments qui se rapportent au levier d'innovation. Souvent, les gens vont s'appuyer sur un seul levier, mais ce qu'on voit souvent, c'est que c'est une combinaison de plusieurs de ces leviers-là qui apportent le plus des attributs distinctifs au niveau du produit. Donc, merci encore une fois, Ronan. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une belle fin de semaine et vous pouvez continuer de suivre les prochains Informagro. Donc, on en a un dernier avant les fêtes qui sera le 18 décembre sur l'optimisation de sa présence en ligne. Et au retour des fêtes, donc, on aura une série aussi de notre programmation là, qui sera annoncée pour les prochains webinaires. Merci. Merci à vous. Bonne journée.